Bonjour à tous. Je suis Silvio Bengio. Je suis coordinateur scientifique des programmes d'AD-Biotech. Bienvenue à tous et toutes à ce premier webinaire organisé donc par AD-Biotech avec le concours technique de la société Essential Marketing, Johan Grosjean qui nous assiste. Donc nous aurons, pour ceux qui ne connaissent pas AD-Biotech, nous sommes un think tank indépendant, à but non lucratif, qui est actif depuis 2007, donc ça fait donc 13 ans, dans le domaine des biotechnologies. Et nous avons été pionniers dans ce domaine qu'on appelle le One Health, qui est à l'interface entre la santé, l'environnement et la nutrition. Nous avons organisé plus d'une cinquantaine d'événements. Alors, typiquement, ces événements sont en présentiel. Ils se déroulent sur le plateau de Biocitech à Paris, Paris-Romainville. Cette année, pour des raisons évidentes, nous n'avons pas pu mener ces événements en présentiel et ils sont différés l'année prochaine. Vous pourrez les voir sur le site asso.adbiotech.org. Et donc cette année, nous proposons des webinaires sur différents sujets. Et le premier que nous avons organisé aujourd'hui, c'est ce webinaire dédié aux certains des membres d'AD-Biotech. Nous avons donc 4 présentations aujourd'hui sur des sujets, comme vous le verrez, différents et qui reflètent assez bien l'esprit de l'AD-Biotech, avec une partie académique qui sera représentée par Anne-Marie Delors et des aspects industriels. Alors, on va bouleverser un petit peu l'ordre qui était prévu et on va commencer par la première présentation qui sera celle de Nelly Badalato, qui est responsable R&D chez Genoscreen et qui va donc nous parler des outils de métagénomique et de leur potentiel pour étudier la diversité et les propriétés fonctionnelles du ou des, peut-être devrait-on dire, microbiotes. Voilà, sans plus attendre, je passe la parole à Nelly. Merci Silvio. Tout d'abord, pour commencer, quelques mots sur les activités de Genoscreen. Donc, centrées sur la génomique et ses applications, elles sont regroupées en 3 pôles. Donc, le pôle service qui réalise des prestations d'analyse pour tout type de génome en technologie Sanger ou NGS. Le pôle expertise qui répond aux besoins des entreprises et des chercheurs en matière de conseil et d'analyse. Analyse experte en génomique microbienne, et un pôle innovation qui développe des produits et des services en microbiologie moléculaire, que ce soit pour des micro-organismes isolés, comme par exemple des kits de typage ou de prédiction d'antibiorésistance, ou pour l'étude de communautés microbiennes. Et c'est au sein de ce dernier pôle que nous développons la solution pour l'exploration fonctionnelle des microbiomes que je vous présente ici. Alors, avant de parler d'outils, un petit point de définition sur ces mots que sont microbiote et microbiome. Donc, un consensus scientifique international s'entend à présent sur une définition de ce terme. Le microbiome est maintenant ainsi défini comme le microbiote, qui est l'ensemble des micro-organismes vivant dans un environnement, ainsi que le théâtre des activités. Le microbiote regroupe donc des micro-organismes qui seront répartis dans les différents domaines du vivant, comme par exemple des bactéries, des archées ou des eucaryotes comme des protistes ou des champignons. Le théâtre des activités regroupe quant à lui les molécules qui sont produites par ces micro-organismes, comme par exemple les éléments structuraux, notamment les acides nucléiques, et des métabolites, donc qui peuvent être des toxines ou des molécules organiques ou inorganiques. Alors, ce terme de microbiome prend également en compte les conditions environnementales qui définissent l'habitat de ces micro-organismes. C'est un point important puisque, en plus des interactions micro-organismes au sein de ce microbiome, les liens entre les micro-organismes et les conditions environnementales sont importants, puisque les micro-organismes vont ainsi influencer les conditions de leur environnement, mais l'environnement va également avoir un potentiel important d'impact sur ce microbiome. Et donc, pour toutes ces raisons, les microbiomes sont des systèmes d'études très complexes. Alors, ceci est d'autant plus vrai
lorsqu'on observe la diversité des microbiomes, chacun avec ses caractéristiques propres. Donc, beaucoup d'entre vous sont déjà certainement familiarisés avec l'importance du microbiome humain, en particulier intestinal pour notre santé. Mais les microbiomes jouent également un rôle écologique très important dans divers écosystèmes, par exemple dans le recyclage de la matière organique. D'autres encore présentent un intérêt pour l'industrie ou l'environnement. Et les perspectives d'exploitation de ces microbiomes sont nombreuses, de la santé aux bioénergies en passant par l'agriculture. Silvio venait de citer le concept de One Health, et les microbiomes rentrent bien dans ce concept, puisque justement ils vont être partout et influencer notre environnement et notre santé. Ainsi, le développement de telles applications, si on veut vraiment pouvoir avoir une influence sur ces microbiomes, cela passe par une meilleure compréhension de ces microbiomes et des processus qui s'y déroulent. Et pour y parvenir à cette meilleure compréhension, il est nécessaire d'utiliser des outils haut débit adaptés au niveau de complexité de ces systèmes. Depuis plusieurs années déjà, plusieurs dizaines d'années, les analyses de microbiomes font appel à des techniques qu'on appelle de omics, puisque les différentes molécules dont j'ai parlé précédemment, qui sont produites par ces micro-organismes, vont servir de cible pour obtenir divers types d'informations. Notamment, par exemple, l'ADN total en métagénomique, les ARN en métatranscriptomique, les protéines en métaprotéomique, les métabolites en métabolomique. Ici, c'est pour citer vraiment les omics les plus utilisés. Alors, ici, en ciblant l'ADN total du microbiome, il est possible de déterminer l'identité des micro-organismes présents en exploitant l'information portée par des gènes marqueurs. Alors, ces marqueurs étaient déjà exploités avec les approches ciblées, comme par exemple le gène d'ARNR16S, pour l'identification des bactéries, mais en comparaison avec une approche de métagénomique shotgun, donc non ciblée, cette approche ciblée présente un niveau de résolution moindre, c'est-à-dire rarement jusqu'à l'identification jusqu'à l'espèce, et un biais dû à l'amplification préférentielle de certains marqueurs. La métagénomique shotgun permet également d'explorer le potentiel fonctionnel des microbiomes grâce à des informations sur les fonctions et les voies métaboliques présentes, et de répondre à la question « Que peuvent faire ces micro-organismes ?» En complément de cette approche, la métatranscriptomique permet d'obtenir des informations sur les fonctions qui sont activées et constitue un premier pas vers la réponse à la question « Que font les micro-organismes à un instant T et dans des conditions données ?» C'est cette approche que nous développons actuellement chez Genoscreen en complément de notre offre en métagénomique shotgun. Nous proposerons ainsi une solution analytique tout en un pour les analyses métatranscriptomiques de l'échantillon jusqu'au laboratoire. La partie laboratoire met en œuvre une préparation RNA-seq classique, débutant par l'extraction qui permet d'obtenir un pool d'ARN qui est constitué de différents types d'ARN, dont les ARN ribosomiques qui peuvent représenter plus des 4/5 des ARN totaux, et les ARN messagers qui sont porteurs de l'information fonctionnelle. Alors, une étape de ribodéplétion est généralement pratiquée, ajoutée, afin de capturer les ARN ribosomiques par hybridation de sondes et d'en éliminer une grande partie. Cette étape est nécessaire pour que l'abondance de ces ARN ribosomiques n'induise pas une sous-représentation des ARN messagers dans les données. Les ARN sont ensuite préparés pour la construction des librairies et le séquençage. Une fois obtenues, les lectures de séquençage sont triées afin d'exclure les lectures de moins bonne qualité et les séquences issues des ARN ribosomiques non éliminées lors de la ribodéplétion. À cette étape, il est également possible de soustraire in silico les séquences issues d'un hôte, par exemple des séquences humaines.
Les séquences triées sont ensuite assemblées afin de reconstituer les transcrits. C'est l'approche de novo. L'utilisation ensuite de bases de données généralistes ou plus spécifiques permet d'annoter ces transcrits, c'est-à-dire les associer à leurs fonctions. Les séquences brutes ainsi que l'assemblage sont utilisées pour l'analyse fonctionnelle. Elles regroupent actuellement 3 compartiments. Le profilage fonctionnel qui permet de faire un inventaire des fonctions activées et la reconstruction de voies métaboliques, et l'expression différentielle qui va mettre en œuvre une approche statistique pour déterminer quelles sont les fonctions qui sont statistiquement plus activées ou réprimées dans une condition en comparaison avec une condition contrôle. Mais pour exploiter au maximum le potentiel de la métatranscriptomique, une attention particulière doit être portée sur la conception de l'étude. Les équipes de Genoscreen vont apporter leur expertise afin qu'une solution adaptée soit proposée pour chaque étude. Le design expérimental doit prendre en compte le type d'étude, l'objectif, en particulier la taille de l'étude, c'est-à-dire le nombre de l'échantillon, quel type d'échantillon, pouvoir déterminer sur quel type de matrice on va travailler, quels seront les contrôles, les critères d'inclusion ou d'exclusion des échantillons, et est-ce qu'il existe des facteurs confondants. Et puis, évidemment, quelles sont les méthodes qui seront utilisées. La collecte des échantillons joue également un rôle important dans l'étude, puisque les ARN sont peu stables et doivent être conservés dans de bonnes conditions. Et enfin, la collecte de métadata joue aussi un rôle important puisqu'elle permet d'exploiter et d'aider à l'interprétation des données. Alors, pour finir, ces outils de omics, que sont la métogénomique, la métatranscriptomique et les autres omics gagneront à être standardisés pour une meilleure mise en œuvre et comparaison des études entre elles. Alors, il existe actuellement des standards, par exemple pour les analyses de fesses, mais c'est pas le cas pour tous les types d'échantillons. Et il y a un besoin de standardisation à la fois d'un point de vue préparation des échantillons, mais également des méthodes d'analyse qui sont appliquées, puisque ces méthodes vont avoir un impact très important sur les résultats qui seront obtenus. Mais également, ces outils d'omics, on va gagner à les intégrer aussi à des nouvelles technologies, à des innovations dans d'autres disciplines, pour faire progresser la compréhension fonctionnelle des microbiomes et ainsi tendre vers une meilleure prédiction et surtout une anticipation des effets des perturbations ou des manipulations des microbiomes pour pouvoir pleinement les exploiter. Je vous remercie pour votre attention et je suis ouverte aux questions. Bien gérer le timing du webinaire, ce qu'on a prévu, c'est d'organiser la session questions-réponses en fin de webinaire, dans un timing dédié à ces questions-réponses. Voilà. Voilà, Merci. donc Nelly a parfaitement respecté le slot de. On a donné 15 minutes. Elle aura 5 minutes à la fin du webinaire, comme l'a dit Johan, pour les questions. Le chat reste ouvert pendant tout le temps du webinaire, donc n'hésitez pas à poser vos questions. On fera un petit wrap-up à la fin. Voilà. Donc la deuxième présentation aujourd'hui sera celle d'Éric Andrès. Éric Andrès est le directeur adjoint de Roxel et il va nous parler d'approches innovantes de la génotoxicité cutanée de substances complexes. Je te laisse la parole, Éric. Merci Silvio. Donc bonjour à tous. Donc ouais, moi je vais vous parler de
connexion Internet. On va vous laisser quelques secondes pour que vous puissiez vous reconnecter. Alors, je surveille sa venue. Alors, il y a une question qui est arrivée. Si, pour Nelly, peut-être on peut prendre juste celle-là dans l'intervalle. Parvient-on à analyser les phages dans le microbiote? Je vraiment cette demande. Je sais que tout ce qui va être viral, effectivement, on peut l'analyser. C'est vrai que du coup, ça demande des outils analytiques particuliers. Du coup, ça va être des ARN qui vont pas forcément être très abondants. Donc du coup, il faut mettre en place un protocole particulier pour pouvoir les capturer. Je pense que c'est la même chose avec les phages. Bien, est-ce que Eric a pu revenir? Allez. Oui, je précise, en attendant qu'Eric Andrès rétablisse sa connexion, que les présentations seront disponibles en replay et également seront postées sur le site web d'AD Biotech dans l'onglet Documents, où ces présentations en format PDF seront disponibles. Oui, est-ce que vous m'entendez? Oui, oui, oui. Donc désolé, hein, évidemment, au plus mauvais moment, apparemment j'ai été déconnecté. Donc on peut peut-être y aller. Désolé Silvio, je ne sais pas, vous pouvez peut-être finir de répondre à la question. Non, non, c'est bon, on peut y aller. Ok, très bien. Donc, je ne sais pas du coup si vous avez entendu l'introduction, mais bon, donc là on va parler en fait d'un sujet qui est complètement différent, qui a rien à voir avec la métagénomique. On va parler de toxicologie et de toxicologie plutôt appliquée aux problèmes topiques. Et là, dans ce cas-là, pour la génotoxicité cutanée, qui est un point de toxicologie un peu particulier. Voilà, donc l'idée sur cette présentation, ça va être de comparer en fait le développement d'une méthode d'évaluation de la génotoxicité sur 3 différents modèles d'épiderme reconstruit. Donc, voilà, tout d'abord quelques mots sur Oroxel. Donc, Oroxel, nous, on est une entreprise de prestation de services qui réalise des études de toxicologie, de pharmacologie. On a été fondé en 2004, on est localisé en région parisienne. Et en fait, donc, on a une plateforme technologique avec notamment une plateforme de spectrométrie de masse et donc tous les équipements d'analyse qui sont utilisés dans notre domaine d'activité, comme la cytométrie en flux, la QPCR, etc. Notre activité se focalise plutôt sur les domaines biotech, pharma et dermocosmétiques, avec quelques interactions suivies sur le dispositif médical, la nutrition et la chimie. Voilà. Donc, par ailleurs, on est certifié conforme au BPL par la NSM, ce qui nous permet en fait de faire des études réglementaires qu'on peut déposer auprès de la NSM pour des mises sur le marché. Voilà, et donc, par ailleurs, Oroxel fait partie d'un réseau d'entreprises complémentaires comme l'AFSI et AD Biotech. Donc, aujourd'hui, on va parler de génotoxicité. Donc, la génotoxicité, c'est quoi? C'est la capacité d'une substance ou d'un rayonnement à altérer le génome des êtres vivants. Donc ça, c'est la définition du dictionnaire. Et donc, bon, la génotoxicité, c'est vraiment ça, hein. Après, dans la génotoxicité, ce qu'il faut voir,
c'est qu'en fait, il y a plusieurs façons d'altérer un génome. Donc, la première façon qui est assez connue, hein, donc c'est les mutations. Donc, ça veut dire la modification de l'information génétique. Donc, modifier l'information génétique, ça veut dire le remplacement d'une paire de bases, l'inversion d'une paire de bases ou tout autre événement qui ne remet pas en cause l'intégrité de la molécule d'ADN, mais qui par contre va modifier l'information qui est dedans. Et donc ça peut nous mener à développer donc, des cancers tumeurs, c'est l'effet le plus connu, avoir des dysfonctions de certains gènes qui n'ont pas de conséquences particulières, ou avoir des dysfonctions de certains gènes qui, pour le coup, ont des effets un peu particuliers, ou alors encore aucun effet particulier, selon l'endroit où la mutation a lieu. Alors, donc, il y a une deuxième façon d'altérer le génome, hein, c'est d'avoir une molécule ou un rayonnement ou quelque chose de délétère qui va avoir une activité clastogène ou anogène. Donc, clastogène, anogène, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une molécule qui va induire des cassures dans la molécule d'ADN ou éventuellement induire donc, ce qu'on appelle une aneuploïdie, donc ça veut dire une perte de chromosomes, voire un ajout de chromosomes. Ça veut dire qu'au cours de la division cellulaire, il va y avoir un problème qui induit une mauvaise répartition des chromosomes. Et donc ça, donc ces activités clastogènes et anogènes, ça induit quoi? Ça induit en général la mort cellulaire, mais donc ça peut aussi induire un cancer, une tumeur, donc c'est-à-dire un problème de régulation du cycle cellulaire. Voilà, donc pour résumer, on parle de génotoxicité, ça altère le génome des êtres vivants. Il y a plusieurs façons. C'est donc d'abord les mutations, qui finalement c'est un événement qui est très courant, et la plupart du temps qui n'a pas de conséquences, grâce à la redondance de l'information génétique, et puis aussi grâce à la part de l'information génétique qui n'a pas d'effet particulier, enfin pas d'utilité particulière, en tout cas pas identifiée pour l'instant. Et donc de l'autre côté, on a aussi l'activité clastogène-anogène, qui est finalement un événement qui est comparativement plus rare, puisqu'en fait il faut une activité chimique qui est plus importante pour casser une molécule d'ADN, mais par contre qui a des conséquences éventuelles qui sont plus lourdes. Parce que la cassure d'une molécule d'ADN a en général des répercussions plus importantes. En général, c'est la mort cellulaire, mais ça peut aussi mener à des problèmes plus compliqués. Voilà, donc sur ces deux essais, le pouvoir mutagène et l'activité clastogène-anogène, il y a deux essais principaux qui sont décrits dans le CDE. Donc, ce sont des essais de toxicologie qui permettent d'évaluer l'effet mutagène d'une molécule. On l'appelle couramment le test d'Ames. C'est un test qui est très répandu et très utilisé dans les différentes industries. Et donc, pour évaluer l'activité clastogène-anogène, il y a un essai qui s'appelle l'essai des micronoyaux sur cellules mammifères, et donc c'est de cet essai qu'on va parler aujourd'hui. Il faut savoir qu'il y a d'autres essais qui existent, qui sont moins répandus, mais qui ont aussi des lignes directrices qui permettent de les réaliser, comme le test des comètes par exemple. Voilà, donc là on parle du test des micronoyaux in vitro. C'est un test qui est décrit dans la ligne directrice OCDE 487 depuis 2010, donc ça veut dire qu'on est sur un test qui est relativement mature, avec 3 révisions, donc qui a été amélioré plusieurs fois. Il est largement utilisé en toxicologie et il est recommandé par les autorités de santé, donc pour l'évaluation de la toxicité d'une substance inconnue. Donc ce test, c'est un test cellulaire. Il est conçu pour l'évaluation de la génotoxicité systémique à la base. Ça veut dire pour toutes les molécules qui rentrent en fait, dans la circulation systémique et qui vont rencontrer toutes les cellules du corps. Et d'ailleurs, le modèle cellulaire de référence pour réaliser ce test, c'est un test sur lymphocytes, donc les cellules qui sont plutôt dans la circulation. Voilà. Par contre, ce test, il a des limites, puisque c'est un test cellulaire. Il est très sensible à la toxicité des substances qui sont évaluées, et il est aussi, il requiert aussi que les substances soient solubles en milieu aqueux, puisque c'est des cellules en culture, et donc comme les milieux de culture sont des milieux aqueux, c'est nécessaire. Du coup, ce test n'est pas approprié à l'évaluation de la génotoxicité cutanée, déjà parce que le système d'essai, c'est-à-dire les cellules cibles, ne sont pas des cellules cutanées,
et aussi parce que la plupart des actifs ou des substances qui vont se retrouver en application topique, en fait, ne sont pas solubles en milieu aqueux, et donc ne peuvent pas être testés sur ce type d'essai. Donc, tout ça, ça a des conséquences. Les conséquences, c'est que l'industrie cosmétique a beaucoup investi dans le développement d'un test des micronoyaux sur épithélium cutané reconstruit, donc par voie topique, pour pouvoir, du coup, faire évoluer le test existant sur un test qui permet de tester une variété de substances qui est plus importante. Donc, depuis 2006, on a plusieurs initiatives distinctes pour développer un test de micronoyaux sur modèle 3D, comme on dit, donc sur en fait des épidermes reconstruits. Notamment l'entreprise Procter & Gamble qui a commencé le développement d'un test de ce type dès 2006 sur un modèle de tissu reconstruit qui s'appelle Epiderm, donc d'une entreprise qui s'appelle Matech aux États-Unis. Donc vous voyez qu'il y a eu, sur ce schéma, on voit les publications clés qui sont sorties. En réalité, il y a eu plus de communication que ce qui était indiqué, mais disons que c'est un peu les grandes étapes du développement du test. Donc on voit qu'à un certain moment, Cosmetic Europe, qui est le groupement des entreprises de cosmétiques en Europe, a commencé à participer au développement du test sur le modèle Epiderm, et avec, là encore, des communications importantes. Un peu plus tard, il y a d'autres entreprises qui ont commencé à développer ce type de test, puisque bon, les données qui étaient dans la littérature étaient peut-être insuffisantes pour vraiment réaliser le test. Donc il y a eu des initiatives parallèles qui ont été mises en place, notamment l'entreprise Natura, une entreprise brésilienne, qui a développé le même type de test sur le modèle Straticel. Et donc Oroxel, en collaboration avec Galderma et Nestlé, qui a mis en place, là encore, le même type de test, mais en utilisant un modèle français, un modèle d'épiderme reconstruit français, qui est le modèle Episkin. Voilà. Très récemment, L'Oréal a mis en place le même type d'initiative pour développer toujours un test qui est similaire, mais sur un modèle Episkin chinois. Donc, le statut sur les différents projets. Ce qu'on voit, c'est que P&G continue de développer son test sur le modèle Medtech, en partie sur le contrôle de Cosmetic Europe, puisque Cosmetic Europe en fait, a initié un projet de validation. Oroxel a développé un test sur le modèle Episkin français, en collaboration avec Galderma, qui est maintenant intégré à Nestlé Skin Health, avec une publication clé en 2018. Donc, comme je disais, Cosmetic Europe a initié un projet de validation au niveau de l'OCDE depuis plusieurs années. Les résultats sont toujours en attente d'être dévoilés depuis leur annonce en 2018 lors du congrès Eurotox. Et donc très récemment, L'Oréal a mis en place une initiative complémentaire aux travaux d'Oroxel avec des modèles Episkin, mais cette fois-ci chinois. Et donc les premiers résultats qui ont été dévoilés corroborent les résultats originaux qui ont été obtenus avec les modèles français. Donc là, je vais faire un petit peu un retour sur le processus de validation qui a eu lieu sur le modèle Episkin français, donc chez Oroxel. Ces résultats ont été présentés au cours d'une conférence plénière lors du congrès Eurotox 2018. Et donc, bon, je vais aller assez vite parce qu'on ne va pas rentrer dans les détails sur les résultats, mais c'est pour vous montrer un petit peu les étapes qui interviennent sur la validation scientifique d'un essai de ce type. Donc, le système d'essai, le principe, c'est ce qu'on appelle le Cytokinesis Block Micronucleus Assay. Ça veut dire que c'est un test des micronoyaux où on va bloquer la cytokinèse, donc bloquer la division cellulaire, pour pouvoir mettre en évidence des micronoyaux. Donc, du coup, ce test se réalise sur épiderme humain reconstruit. C'est dérivé de kératinocytes primaires, donc humains. Les avantages des tests qui sont basés sur les tissus reconstruits, c'est principalement, et ça c'est valable pour tous les tests qui utilisent des tissus reconstruits, c'est qu'ils utilisent des cellules humaines, normales, primaires, contrairement aux tests qui sont plus répandus, qui sont souvent sur des lignées. Il y a une fonction barrière du tissu qui permet d'approcher un petit peu les conditions physiologiques. Il y a une activité métabolique intrinsèque, on y reviendra plus tard, qui permet de mettre en évidence
finalement des molécules qui peuvent être des faux négatifs sur certains modèles. C'est des modèles qui sont adaptés à l'évaluation des substances insolubles en milieu aqueux, puisqu'on peut faire des applications topiques. Et donc, c'est aussi des modèles qui sont adaptés à une exposition répétée, puisqu'on peut les maintenir en culture plus longtemps que des cultures cellulaires. Voilà, donc le plan de validation qu'on avait mis en place chez Roxel, c'était le test de 17 substances, qu'on a testé à 5 concentrations en 3 runs indépendants, avec des références positives, clastogènes, anogènes, ou des molécules qui avaient besoin d'une activité métabolique pour être mises en évidence, des non génotoxiques, et une référence qui est connue pour être équivoque. J'y reviendrai plus tard. Voilà, donc les résultats, ça se présente de cette manière, c'est des graphiques. Les barres représentent le taux de micronoyaux, et en fait la courbe représente la viabilité qui est associée, puisqu'en fait la viabilité des cellules, c'est un paramètre qui est très important en génotoxicité, puisqu'on a besoin d'avoir des cellules qui se divisent pour pouvoir mettre en évidence un effet génotoxique. Donc là, ce qu'il faut voir, c'est que sur les substances de référence non génotoxiques, on a, pour la plupart des références, pas d'activité génotoxique détectée, donc avec le démanitol, l'ampicilline, le diclofénac. Par contre, avec l'érythromycine, effectivement, on détecte une augmentation significative des micronoyaux, mais par contre à des doses qui sont très importantes. Et donc ce qu'il faut voir, c'est que c'est typiquement ce qui peut se passer sur un test cellulaire, où on n'est pas en capacité de tester des concentrations aussi hautes, et donc on va peut-être ne pas voir un effet qui sera à haute dose. Donc, ce type de modèle 3D permet de monter et de forcer un peu plus les systèmes pour mettre en évidence des effets qui ne seraient pas visibles sur des cellules. Voilà, sur les références clastogènes, donc d'une manière générale, on obtient des résultats significativement positifs, voire deux effets sur toutes les substances clastogènes qui ont été testées. Ce qui montre en fait que le test répond bien sur cet effet précis. Donc clastogène, je le rappelle, c'est les cassures dans la molécule d'ADN. C'est un effet physico-chimique direct sur la molécule d'ADN. Sur les références anogènes, donc, qui induisent une aneuploïdie, donc un nombre de chromosomes anormal, on a là encore des résultats qui sont significativement positifs, avec bon, c'est vrai, des doses effets qui sont peut-être moins clairs. Et ça, c'est lié justement au mode d'action de la molécule, qui ne va pas être tout à fait linéaire par rapport à sa concentration. On a aussi eu l'idée sur ce type de modèle de tester des substances de référence qui sont des pro-génotoxiques, ça veut dire qui ont besoin d'une activité métabolique pour révéler leur effet. Et donc ce qu'on voit, c'est que sur des molécules comme le cyclophosphamide, qui a besoin d'une activité CYP2B6 pour être génotoxique, on voit donc sans activation métabolique exogène, on voit que cette molécule a malgré tout un effet positif, ce qui démontre que les tissus reconstruits qui ont été utilisés, donc c'est les épiskines français, ont bien une CYP2B6 qui est active, qui permet de métaboliser le cyclophosphamide et donc d'avoir des résultats positifs, et donc de détecter cette activité génotoxique, même sans mettre des fractions S9 ou d'autres activateurs métaboliques exogènes. Pour d'autres CYP, les résultats sont parfois moins clairs. Donc on a une réponse positive sur le CYP1A1 avec le benzoapyrène. Par contre, il n'y a pas de réponse significative pour l'aflatoxine B1 et le diméthylbenzotracène, qui ont besoin de la CYP3A4 et 1B1, qui sont surtout la 3A4, qui sont des CYP qui sont de premier intérêt. Donc, l'idée, ça a été d'allonger la durée d'exposition, puisqu'on utilise des modèles qui permettent d'avoir des expositions répétées. Donc, on a décidé de faire 24 heures de plus d'exposition. Et là, ce qu'on observe, c'est que finalement, ces molécules qui étaient des progénotoxiques et qui étaient invisibles sur une exposition de 24 heures, en augmentant à 72 heures, on a une réduction significative. Donc là encore, ça montre un autre avantage d'utiliser des tissus reconstruits, c'est qu'on peut réaliser des expositions répétées, allongées, et donc mettre en évidence des effets qui ne seraient pas forcément visibles sur des expositions courtes, comme ça peut être le cas sur des cellules. J'ai aussi parlé d'une substance équivoque, donc qui est le résorcinol. Donc c'est une substance qui est connue pour être qui ne réagit pas avec l'ADN, qui devrait en fait donner des résultats négatifs, mais bon, qui a été détectée comme induisant des mutations ou des aberrations chromosomiques ou des micronoyaux
souvent à des concentrations qui sont assez hautes et avec des hauts niveaux de cytotoxicité. Donc ça, c'est sur les tests cellulaires. Par contre, sur un test tissulaire, donc avec un épiderme reconstruit, ce qu'on voit, c'est que finalement, le résorcinol a bien un effet positif de génotoxicité, et en plus un effet dose-effet. Donc ça permet du coup d'éliminer cette classification équivoque, donc plutôt de mettre en évidence l'effet génotoxique de cette molécule, là pour le coup, sans trop d'ambiguïté. Voilà, donc en résumé sur les résultats qui ont été obtenus chez Roxel, on a des résultats. Ce qu'on essaie de faire, en fait, c'est de comparer les résultats in vivo, qui sont connus dans la littérature, par rapport aux résultats qu'on a obtenus sur le test micronoé 3D. Et donc, on a calculé des performances qui sont en fait à un niveau assez classique sur ce type de test. Voilà. Et là, on peut commencer à comparer donc les résultats qu'on a obtenus avec les autres données qui sont disponibles et qui ont été obtenues sur d'autres tissus reconstruits. Et donc, bon, ça fait un tableau qui est assez gros, mais en fait, ce qu'il faut voir, c'est tout ça, c'est la liste des molécules qui ont déjà été testées sur ce type d'essai, donc sur la génotoxicité sur tissu reconstruit. Et donc, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a une grande variabilité sur le nombre de molécules testées. Donc, on a des projets qui sont plus ou moins matures. Par contre, il y a une grande disparité sur le choix des molécules. Ce qu'on voit, c'est que par exemple, entre le set de molécules qui a été testé chez Roxel et le set de molécules qui a été testé chez P&G pour le modèle épiderme, il y a donc certaines molécules qui sont en commun, puisque ce sont des contrôles qui sont très répandus. Puis par contre, il y a des molécules qui n'ont pas du tout été testées, qui ne sont pas les mêmes. Donc on peut se demander comment sont choisies les molécules sur ce type de développement. Et donc là, en jaune, vous voyez les molécules qui sont dans une publication de référence, en fait, qui est la liste recommandée des génotoxiques pour évaluer les performances d'un test de génotoxicité. Donc c'est une publication qui a été faite en collaboration avec la GVAM en 2008, et qui est vraiment la publication de référence pour le développement de ce type d'essai. Et donc vous voyez en fait que finalement, les molécules qui ont été utilisées, elles viennent bien sûr de cette liste, puisqu'il y en a beaucoup qui viennent de cette liste, mais par contre, il y en a certaines qui ne sont pas du tout dedans. Et donc là, on se rend compte que finalement, le choix des molécules, ça dépend de l'expertise et de l'intérêt du sponsor, et bien sûr de son objectif de renforcer son arsenal de tests en adaptant le test à son portefeuille d'activité. Donc la conclusion qu'on peut en conclure là, c'est que finalement, une meilleure coordination est nécessaire sur le développement des essais in vitro de ce type. Parce que là, au point où on en est, c'est difficile de faire des comparaisons sur les données générées. Et donc, derrière, sur les performances qui ont pu être calculées, puisqu'elles ne sont pas sur le même set de molécules. Donc là, si on fait un tableau un peu plus synthétique, on a Matec avec le modèle épiderme. Donc, sur kératinocytes, il y a 21 substances testées, il y a une démonstration pour les progénotoxiques, et on a les performances à droite. Sur le modèle EpiSkin, on a des performances qui sont tout à fait comparables. Et par contre, sur les autres initiatives, donc la Ring Study de Cosmetic Europe pour la validation du modèle épiderme, on n'a pas encore des résultats, donc on ne peut pas comparer. Et donc sur l'initiative qui se fait sur les modèles chinois, donc en fait, le projet n'est pas mature et l'échantillon est trop faible, on ne peut pas calculer de performance. Donc bon, ce qu'on peut retenir, c'est que finalement, le test, il est scientifiquement validé, que ce soit avec le modèle épiderme ou le modèle EpiSkin. Il est disponible chez Roxel comme un service, en utilisant les modèles français. Par contre, pour l'instant, on ne peut pas le faire en BPL parce que, du coup, on n'a pas de ligne directrice au CDE. Et pour ça, il faudrait que la Ring Study qui est chapeautée par Cosmetic Europe puisse être publiée et qu'on puisse entrer dans un process de validation formel avec des résultats. Voilà, donc j'ai été un peu long peut-être. Je voudrais vous remercier pour votre attention, remercier aussi les équipes de Galderma qui ont participé à ce projet. Et donc je laisse la parole à Silvio. Merci, merci Eric. On prendra les questions, comme on l'a dit, à la fin du webinaire. Alors, juste une petite information, Eric vous a pas mal parlé de modèles tissulaires, épiderme reconstruit pour la cosmétique, etc. Nous organisons l'année prochaine un colloque scientifique donc à Biocitech, si tout va bien, en présentiel, où tous ces thèmes autour de tissue engineering
pour la cosmétique, comme vient d'en parler Eric, mais également pour la pharma et peut-être quelques applications en chimie. Donc ce sera le 28 septembre, avec comme d'habitude chez AD Biotech la participation de scientifiques académiques, professeur Francine Marano de Francopa par exemple, et d'industriels dont je l'espère Roxel, mais aussi les sociétés qu'il a mentionnées comme Episkin, Matec et d'autres. Voilà, donc sans plus attendre, on va passer à un tout autre sujet. Et je laisse la parole maintenant à Anne-Marie Delors de l'Institut de chimie de Clermont-Ferrand et directrice de recherche au CNRS. Bonjour à tous. Donc oui, un sujet totalement différent puisqu'on va parler de biodégradabilité de polymères et d'outils analytiques qu'on a essayé de mettre en place pour aborder ce problème qui est assez complexe. Donc je voudrais d'abord parler de mon laboratoire, donc l'Institut de chimie de Clermont-Ferrand, qui a comme tutelle le CNRS, l'Université Clermont-Auvergne et également une école d'ingénieurs qui s'appelle Sigma Clermont. Donc alors j'essaye de bouger ça. Attendez une seconde. Donc, les activités du laboratoire, je les ai un petit peu résumées là. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est 250 personnes, mais la moitié seulement de permanents. Et on a 3 grands axes de recherche interdisciplinaire. On est en chimie, mais on travaille beaucoup aux interfaces. Donc, on a un axe qui travaille sur la chimie du vivant, un sur la chimie des matériaux et un également sur la chimie et environnement. Alors, évidemment, les polymères, on va se trouver dans cet axe-là. Alors, ce qui est intéressant, j'ai parlé d'interdisciplinarité, puisqu'on a des expertises très variées pour aborder les problèmes environnementaux. On a une équipe qui travaille en photochimie, en groupe, le mien en l'occurrence, qui est plutôt spécialisé dans la microbiologie, avec la biodiversité microbienne, la biodégradation, le métabolisme, la biocatalyse. On a aussi des gens qui font de la thermodynamique. Évidemment, ce qui est commun à tout le monde aussi, c'est la chimie analytique. Alors, pour les thèmes qu'on aborde dans le domaine de l'environnement, on a d'une part tout ce qui est chimie verte, donc les procédés non polluants. On a toute une action sur la biophysiochimie de l'atmosphère. Alors ça concerne finalement la qualité de l'air et le climat. Devenant dans l'environnement. Alors, différents thèmes. Un thème intéressant sur la CO2, qui est bien sûr un gaz à effet de serre. La décontamination et des sols. Et là, on fait intervenir à la fois la photo, la biodégradation de toutes sortes de composés. Parmi ces polluants, eh bien, on a aussi les polymères, donc les plastiques en particulier, où on regarde la durabilité. Donc là, on va faire intervenir aussi tout ce qui est photochimie, thermochimie, etc. et l'aspect biodégradation. Donc, je vais vous parler de la dégradation. En fait, notre approche, elle est interdisciplinaire même en dégradation. Et en fait, on s'intéresse à ce problème-là avec trois angles finalement. La première, c'est de considérer le polymère lui-même, c'est-à-dire qu'on va regarder là, je suis en train de chercher mes diapos parce qu'elles ont disparu, voilà. Donc le polymère, lui, quand on parle de biodégradation, on va s'intéresser plus particulièrement à tout ce qui est par les micro-organismes. Donc, on va utiliser beaucoup de méthodes de microscopie et puis aussi des méthodes de biologie moléculaire pour regarder la biodiversité. On peut regarder aussi l'activité des micro-organismes, parce que s'ils dégradent ce polymère, ils vont avoir une activité intracellulaire. Et ce métabolisme, on va pouvoir l'analyser par des tests simples, comme par exemple la mesure du CO2, puisqu'en général, on a des micro-organismes qui sont aérobies, ou par les mesures de l'ATP, donc l'adénosine triphosphate, qui est un proxy global sur l'activité cellulaire, ou alors des méthodes plus complexes comme la métabolomique. Enfin, on peut s'intéresser à ce que nous, on appelle les oligomères, c'est-à-dire qu'un polymère, ça a une structure complexe qui, en tant que telle, en général, n'est pas attaquée par les micro-organismes. Il faut, pour qu'il y ait biodégradation, qu'il y ait des molécules de taille acceptable, c'est-à-dire qui peuvent être transportées dans la cellule, et qui soient aussi quelque chose ressembler à un métabolite normal, un substrat normal du micro-organisme. Donc en général, il faut qu'il y ait modification de ce polymère, sauf si c'est un polymère qui a été construit sur des bases de monomères qui sont eux-mêmes identifiés comme de l'acide. Donc,
molécules, elles sont plus courtes et elles sont utilisables pour le micro-organisme. Et on a essayé de développer une stratégie en s'intéressant essentiellement à ces oligomères, puisque ce sont eux les vrais substrats. On va utiliser des méthodes de chimie, donc la RMN, la résonance magnétique nucléaire, la spectrométrie de masse, pour analyser ces oligomères. Alors, le travail, il est assez simple. J'arrive pas à faire défiler mes diapos. Donc, on va incuber les micro-organismes. On va d'abord récupérer ces oligomères. Donc, l'idée, c'est que les micro-organismes, ils travaillent en milieu aqueux, en général, hein, même s'ils sont dans le sol, ils ont de l'eau autour d'eux. Donc, on va prendre le film de polymère, vieilli ou non. Alors, le vieilli est important parce que nous, on s'intéresse surtout à ce qui se passe dans l'environnement. Donc, on essaye d'associer justement tout ce qui est photovieillissement pour qu'il y ait une réalité environnementale. Donc, ces petites molécules, qui peuvent être quand même des oligomères assez gros, on le verra, vont être extraites naturellement dans l'eau. Et on va incuber directement les micro-organismes avec une souche microbienne. Donc, on va analyser ce qui se passe par RMN et par masse. Et puis, on va faire bien sûr des témoins sans micro-organismes pour voir qu'est-ce qui se passe. Alors, je vais vous donner quelques exemples. Le premier exemple, c'est ce qu'on obtient en utilisant la spectrométrie de masse. Ici, vous avez une matrice de Kendricks. En bas, vous avez les masses. Vous voyez qu'on a des masses qui vont en gros de 850 Dalton. Et il y a à peu près 3000 signaux qui sont présents. Donc, ces signaux, c'est chaque petit point que vous voyez. Ça, c'est une molécule donc, qui se répartit sur des masses très différentes. Et quand il n'y a pas de micro-organismes, vous avez les signaux bleus, donc beaucoup de molécules. Mais lorsque vous avez rajouté les micro-organismes, vous voyez qu'une grande partie de ces signaux disparaît, ce qui nous montre que la biodégradation a bien eu lieu, ces produits ont disparu. Et on peut savoir quels sont les produits qui ont disparu puisqu'on connaît leur masse. Alors, quand on veut comprendre un peu mieux ce qui se passe, par exemple là c'est le cas de polyéthylène, ces masses, elles ne sont pas au hasard parce qu'on a des oligomères, c'est-à-dire que vous savez bien qu'un polymère est formé de plusieurs unités de base. Ces unités de base sont répétitives. Là, par exemple, dans le cas du polyéthylène, cette unité de base, c'est CH2, hein, c'est 14, la masse moléculaire. Donc ici, on a des oligomères qui correspondent à des masses croissantes, mais qui diffèrent d'une unité de CH2. Ici, vous allez aller au stade suivant, c'est-à-dire la ligne suivante. Vous avez des oligomères aussi qui changent par une unité de CH2, mais qui sont oxydés et qui sont oxydés par un seul oxygène. Et puis, vous avez la ligne suivante, c'est 2 oxygènes, etc. Donc, on peut savoir quelles sont ces masses en termes de masse et en termes de nombre d'oxygènes. Et on peut, je ne vous le montre pas là, regarder aussi le nombre de carbone. Donc, ça nous permet d'analyser ces oligomères, taille en termes de nombre de carbone, en termes de nombre d'oxygène. Et là aussi, quand on veut savoir plus précisément ce qui se passe avec et sans micro-organismes, on peut voir là typiquement dans cette série que je vous ai montrée tout à l'heure, quelles sont les molécules qui sont dégradées. Donc, plus elles sont longues et plus donc dans le sens de la masse, ça veut dire qu'elles sont plus grandes, et dans le sens vertical, ça veut dire qu'elles sont plus oxydées. Donc, on voit que les molécules qui sont très oxydées aussi sont totalement dégradées. Alors, on a ensuite la possibilité d'utiliser la RMN. Donc, on va regarder les spectres RMN. Alors, la RMN, je ne vais pas vous faire un cours. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on va regarder directement le milieu d'incubation par RMN du proton. Et donc, vous avez ici, en ligne du haut, tous ces signaux correspondent aux protons des molécules qui sont présentes dans cette sauce, donc de nos oligomères qu'on a vus tout à l'heure. Et puis, quand on met les micro-organismes en présence, on peut faire des cinétiques. Ici, c'est au bout de 250 jours, on voit que ces signaux ont disparu. Alors, on a dans ces incubations, on rajoute un témoin, une référence interne dont on connaît la concentration, ce qui nous permet de quantifier ces phénomènes. Donc, on peut faire des cinétiques. On voit ici en haut quand il n'y a pas de micro-organismes. Et puis, quand on rajoute des micro-organismes, on voit qu'il y a dégradation et on peut regarder de manière quantitative et voir qu'au bout de 250 jours, il n'y a vraiment plus rien. Donc, cette approche qui est finalement de travailler sur les oligomères,
ou sur tout ce qui est excrété du polymère. Ça nous permet, par RMN et par masse, de caractériser et de quantifier ces composés. Et on sait que ces composés, ce sont eux qui vont être les substrats des micro-organismes. Ça nous a permis, d'ailleurs, dans certains cas, de déterminer quels sont les mécanismes de biodégradation qui sont impliqués. Et on l'a vu, ça permet de simplifier le système. Alors, ça nous permet aussi, et c'est l'objet de ce que je voulais vous dire là, c'est-à-dire finalement d'avoir des applications industrielles. Alors, comment ? C'est parce que travailler sur des polymères, c'est assez compliqué, hein. Si vous travaillez sur des polymères entiers, ça va mettre des semaines et des mois à se dégrader. Il va falloir rechercher des souches qui travaillent bien, etc. Ça va prendre vraiment beaucoup, beaucoup de temps. Alors, ce qu'on a fait, c'est que cette approche qui est simplifiée, avec des oligomères, on peut l'utiliser pour faire un peu du screening à grande échelle. Par exemple, ici, le screening proton est pour aller rechercher un nombre de souches qui sont potentiellement biodégradantes, alors des souches soit pures, soit éventuellement même naturelles. Donc, dans ce cas-là, on travaille en plaque 96 puits, donc on fait nos cultures cellulaires. Ensuite, il suffit on a des robots donc qui centrifugent tout ça. On récupère les surnages et on les met dans à nouveau des passeurs d'échantillons automatiques en RMN. Et on va collecter tout un tas d'empreintes de RMN et regarder, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, quels sont qui vont dégrader ces oligomères, c'est-à-dire est-ce que les signaux vont disparaître, avec quel temps, etc. Donc ça nous permet de faire un screening à grande échelle et ensuite de passer un deuxième temps en travaillant avec des matériaux polymères. Donc on peut travailler, j'ai oublié de le dire, avec des polymères très divers, ça marche avec toutes sortes de polymères. Et une fois qu'on a fait ce screening, là on peut aller approfondir ces hits, c'est-à-dire les souches qui se sont montrées biodégradantes en passant avec un système qui est plus complexe, avec des vrais matériaux qui sont entiers, qui sont dans des conditions expérimentales plus proches de l'environnement. Ça nous permet aussi d'aller chercher, par exemple, des enzymes et comprendre quelles sont les enzymes qui sont impliquées et éventuellement aller après travailler sur ces enzymes. Donc, on est passé de quelque chose d'assez fondamental, de développement d'outils donc analytiques assez pointus, qui en général ne sont pas utilisés pour les études de biodégradation, à des applications tout à fait pour l'industrie. Et par exemple, avec ce type d'approche, on a actuellement des cours, des contrats avec Symphonie, avec Total et avec Michelin. Voilà, donc je voulais finir par bien sûr remercier les personnes qui travaillent dans mon groupe, enfin qui ont travaillé sur ce projet-là. Donc Boris Eyera-Guibel qui est en postdoc et qui est l'homme qui sait tout faire en gros. Muriel Joly et Céline Judon qui sont nos microbiologistes. Martin Lorimbaud, notre spectroscopiste de Martine Sanselme qui était aussi microbiologiste, et Mounir Traïkia qui est spécialiste de RMN. Et voilà, je vous remercie de votre attention. Merci Anne-Marie. Alors avant on gardera les questions pour la fin. Alors avant de passer la parole à Juliane Gorstica, juste pour mentionner que ce thème de la biodégradabilité, en particulier des plastiques, nous l'avions abordé, je ne sais pas si vous pouvez voir, mais vous pouvez voir sur le site d'ADBiotech au cours d'une journée. C'était d'ailleurs notre dernière journée en présentiel avant le Covid, le 5 février. Il y a un certain nombre de documents qui sont disponibles, mais je voulais dire pour ceux qui s'intéressent à ces thèmes, on va refaire une journée scientifique sur ce thème l'année prochaine, donc surveillez le site ADBiotech avec encore une fois participation académique. J'espère qu'Anne-Marie nous fera l'amitié de nous refaire une présentation sur l'avancée des travaux. Il y aura des gens aussi de l'Université de Montpellier, il y aura des gens de Bretagne également, et puis des sociétés telles que Novamont, le Club des Bioplastiques, BASF et d'autres. Voilà, donc pour terminer cette session de webinaire d'aujourd'hui, on va encore une fois changer de sujet et je passe la parole à Julien Gorstica, qui est un expert qui a travaillé de nombreuses années dans le domaine de l'analyse d'images et qui va nous parler d'une méthode, une technique plutôt très puissante, le High Content Screening. Merci Silvio.
Bonjour à tous, donc je suis Julien Burstica, je suis commercial spécialisé sur l'imagerie automatisée et l'analyse d'images sur les modèles in vitro chez Perkin-Elmer et je m'occupe du territoire français. Et aujourd'hui, je vais vous parler de l'identification de molécules dites first in class par la méthode du High Content Screening. Alors, la première question, c'est qu'est-ce que le HCS, ou High Content Screening, quelquefois appelé aussi HCA, High Content Analysis, ou High Content Imaging, tout ça, c'est un peu la même chose. C'est une méthode d'exploration qui se base sur l'argument selon lequel les images obtenues en microscopie contiennent de l'information qui peut être quantifiée. Alors, la meilleure façon de s'en rendre compte, c'est tout simplement de partir de cet exemple ici de cellules exposées à la chloroquine. Alors, pas vraiment pour les soigner du Covid-19. Ici, la chloroquine est un modèle pour générer des phénomènes d'autophagie dans les cellules. Et donc, l'exemple illustre la façon par laquelle on va obtenir des données de l'image. On va procéder à une segmentation pour identifier les objets d'intérêt, en l'occurrence ici les cellules. On voit à droite ces masques de segmentation. Et à partir du moment où on a identifié des objets d'intérêt dans une image, on va pouvoir en tirer des informations, c'est-à-dire leur dimension, leur surface, leur forme, et les informations d'intensité à l'intérieur, maximum d'intensité, intensité moyenne, la répartition de ce signal fluorescent dans ces masques. Et tout de suite, vous voyez que j'ai déjà évoqué une dizaine de paramètres comme ça très facilement, sans avoir à me pencher plus que ça sur cette question. Et donc, c'est ça, le principe, voilà le principe global de ce qu'est le high content. Et évidemment, on va pouvoir aller ainsi de plus en plus profondément dans le modèle biologique à partir du moment où on a une image suffisamment résolue et l'outil d'analyse adapté. Et par exemple, ici également, on a une illustration d'une numération de ces vacuoles, de ces vésicules d'autophagie dans les cellules, avec un résultat donné avec des concentrations croissantes en chloroquine et un calcul de C50. Donc, on a déjà un aperçu de ce qu'on peut faire avec ces méthodes. Alors, quand on applique, pour faire du high content, il est nécessaire de réunir deux outils. Un microscope automatisé pour générer les images en grande quantité et pour qu'elles soient exploitables et en tirer des statistiques robustes, qui vont être obtenues, ces statistiques, avec le deuxième outil indispensable, c'est-à-dire un logiciel d'analyse d'images. Le principe en criblage pour identifier des molécules d'intérêt, on va le comparer par exemple au HTS qui est un peu mieux connu, qui est un peu plus ancien. Le HTS, on part d'un présupposé, d'une hypothèse, d'une cible d'intérêt sur laquelle on va tester des molécules pour identifier celles qui interagissent de la façon souhaitée avec cette cible, qui seront des hits. Avec le High Content Screening, on part sans hypothèse préliminaire, on va développer un modèle biologique qui va mimer une pathologie, par exemple. On va cribler une librairie de composés dessus et on va identifier des hits qui changent le phénotype pathologique vers un phénotype souhaité. Et là, à partir de ce moment-là, on va commencer à s'intéresser à finalement quelle est là ou quelles sont les cibles qui sont mises en jeu, qui sont adressées par les hits pour changer le phénotype. Et donc, c'est ce qu'on va appeler une façon d'explorer sans hypothèse au préalable, hypothesis free, pour chercher des molécules. Alors, une deuxième différence entre le HTS et le HCS, c'est la quantité de données générées. En HTS, on va donc cribler une librairie de composés. On va avoir en général une valeur par puits, une valeur de luminescence, d'absorbance ou de fluorescence, par exemple, qui va illustrer, par exemple, l'activité de la cible. Alors qu'en High Content Screening, on a des images, on a en général plusieurs images par puits, et donc sur chaque image, on va pouvoir tirer des dizaines, voire des centaines, voire même pour les plus expérimentés, des milliers de paramètres par cellule et par puits. Et donc, évidemment, on a cette idée de high content, c'est-à-dire de criblage à haut contenu en information biologique. Alors,
On peut travailler en s'intéressant à des cibles, à l'expression d'une protéine, d'un gène, par l'imagerie également, mais on peut aussi s'intéresser vraiment simplement à des paramètres phénotypiques généraux, donc la morphologie du noyau, du cytoplasme, des mitochondries, du réticulum endoplasmique. Et rien qu'en étudiant les transformations de des phénotypiques liés à ces éléments marqués, on va pouvoir faire ce qu'on appelle une sélection de paramètres d'intérêt par l'usage d'outils d'analyse secondaire de données. J'en parlerai plus tard, pour tirer le meilleur de cette technologie et identifier les paramètres pertinents qui vont nous indiquer quelles molécules agissent sur le modèle, sachant qu'il est rare qu'une molécule agisse sur l'ensemble des paramètres phénotypiques d'une cellule. Et donc, on a différentes façons de travailler avec l'outil du high content. On va pouvoir travailler sur différents modèles. Cette technologie a été développée pour travailler d'abord sur des cellules eucaryotes cultivées en 2 dimensions, mais maintenant, la recherche s'intéresse énormément aux modèles en 3 dimensions, aux co-cultures, aux IPS, etc. Et là, je vais vous illustrer en fait une application sur un modèle assez peu envisagé initialement, mais qui, grâce à l'évolution des technologies et des qualités de nos microscopes, est accessible. Et donc, c'est le modèle bactérien. En effet, l'antibiorésistance est un phénomène qui prend de l'ampleur et qui suscite une grande inquiétude pour l'avenir en fait, de la santé de l'humanité. Et donc, un certain nombre de financements ont été accordés, beaucoup en particulier au Royaume-Uni, où une équipe du Cambridge Biomedical Research Center a choisi, dans l'ensemble des technologies mises en œuvre pour travailler sur ces antibiorésistances, d'impliquer également les méthodes de high content. Et donc, ici, on a des bactéries Klebsiella pneumoniae, avec des marquages non spécifiques, 3 marqueurs uniquement, un pour la paroi bactérienne, visualisé ici en jaune orangé, un marquage nucléaire de l'ADN en fait, avec le TAPI, et puis un marquage de la mortalité éventuelle des bactéries avec un composé qui n'entre dans la bactérie que lorsqu'elle est morte, avec le Cytox green. Et donc, leur idée, c'est donc forcément de traiter ces bactéries avec différents composés connus, de faire des analyses d'images. Donc ici, on a une illustration, c'est tout simplement pour indiquer la puissance des logiciels associés à nos machines, avec des capacités à filtrer les images, à identifier les bactéries, à sélectionner des populations, en fait, pour en tirer des paramètres d'intérêt morphologique et des paramètres d'intensité, pour comprendre comment fonctionnent ces molécules et potentiellement identifier des molécules qui auraient des modes d'action originaux. Alors, comment ça se passe en pratique? Ici, vous avez sur la gauche les bactéries, tout en haut à gauche, non traitées, et traitées avec différents composés dont les modes d'action sont connus, à des concentrations de 5 fois la concentration inhibitrice minimale. Et donc déjà, à l'œil, on voit bien que ces phénotypes peuvent être extrêmement modifiés par les composés actifs. Et quelquefois, à l'œil, il est plus compliqué de savoir, même faire la différence, par exemple, entre la gentamicine, le chloramphénicol ou la trigécycline. Et pourtant, par l'analyse multiparamétrique des images, avec même des objets aussi petits que des bactéries, en faisant une régression sur l'ensemble des paramètres extraits, donc des dizaines de paramètres par bactérie, on va avoir une clusterisation de ces paramètres et chaque cluster va être en fait spécifique d'une molécule. Alors malheureusement, en tout cas à mon écran, les couleurs ne sont pas parfaites, mais on va prendre par exemple les 3 groupements en bas à droite. En fait, il s'agit de la gentamicine, du chloramphénicol et de la trigécycline qui sont bel et bien identifiés et distingués les uns des autres. Et en fait, l'idée, c'est que si on passe une librairie de composés nouveaux, pour lesquels on veut identifier un composé qui aura un mode d'action original, l'idée, c'est que potentiellement, on pourrait avoir un nouveau cluster qui apparaîtrait
parmi ceux-ci, et qui signerait en fait un mode d'action original. Et je vais vous illustrer ça avec un deuxième exemple, toujours sur bactéries, obtenu par une équipe de l'entreprise Roche. Ça a été publié en 2019, et donc qui a travaillé sur Escherichia coli, avec là aussi les mêmes marqueurs de membrane de l'ADN et de la perméabilité membranaire, avec un ensemble de composés qui induisent là aussi des modifications morphologiques importantes. Et donc, ils ont tiré de mémoire un peu plus de 140 paramètres d'analyse par bactérie, avec ces 3 seuls marqueurs non spécifiques, pas de cible particulièrement explorée. Et on voit bien, hein, donc, avec ces composés, on a des modifications de ces paramètres qui sont spécifiques de chacun des composés. On a une visualisation à gauche avec ces grilles de lecture, et puis à droite avec les clusters. Et parmi une librairie de composés qu'ils ont passés, ils ont identifié un composé qu'ils ont appelé le composé numéro 2, avec différentes fonctions chimiques, donc de A à 2D, qui a montré des modifications originales des phénotypes bactériens et qui, donc, potentiellement, ont agi par un mode d'action original. Et donc, c'est de cette façon que le high content est capable d'aider les entreprises pharmaceutiques ou les laboratoires, en tout cas intéressés dans la recherche de nouveaux composés, à identifier ces composés ayant des modes d'action originaux, potentiellement first in class, et donc par cette méthode de marquage et d'analyse non spécifique initiale qu'on appelle en fait le cell painting. Voilà pour la démonstration un petit peu scientifique. Maintenant, je vais aborder très rapidement les aspects techniques. Vous pourrez revenir plus tard sur ces slides, car il faut comprendre quels outils sont nécessaires pour faire ce genre de travail. Et donc, le premier outil indispensable pour démarrer, c'est bien entendu le microscope de high content. Et chez Perkin-Elmer, nous avons 2 produits dans notre gamme, l'Opera Phenix et l'Operetta CLS, associé au logiciel Harmony qui permet de les piloter et de faire ces analyses d'images pour générer les données. Un ensemble d'objectifs à disposition, du 1.25x au 63x à immersion à eau. C'est typiquement ce dernier qui a été utilisé pour travailler sur des bactéries pour avoir la résolution suffisante pour avoir des données pertinentes. Les 2 machines ont des fonctionnalités proches, mais aussi des fonctionnalités différentes qui expliquent que, en particulier, si l'Operetta CLS est une excellente machine, l'Opera Phenix sera l'appareil le plus résolutif et le plus rapide pour acquérir des images. Je passe rapidement cette slide. Je disais un peu plus tôt que nos clients travaillent sur une variété d'échantillons extrêmement importantes. En l'occurrence, on a beaucoup d'intérêt pour les travaux réalisés sur des échantillons cultivés en 3 dimensions, des sphéroïdes, des organoïdes, dans des hydrogels ou dans du matrigel. Et donc, ont été développés des outils informatiques pour permettre de maintenir en fait un usage facile de ce type d'outils. Alors, facile entre guillemets, hein, le but c'est que ce soit intuitif surtout. Et en l'occurrence, qui permettent de générer des données et de la matière pertinente. Et on a l'exemple ici d'une acquisition intelligente avec un PREScan pour identifier les organoïdes dans des gels à leur position X, Y et Z pour qu'ils soient imagés, en fait, centrés sur des images pour que seules des images d'intérêt soient analysées ensuite. Ce type d'outil est utilisé également quand on travaille sur des colonies de cellules souches, pour n'imager que ces colonies, par exemple. Les exemples sont très nombreux. Le pipeline d'analyse, en fait, l'outil Harmony a été développé pour que des biologistes puissent se l'approprier. Donc, on n'a pas besoin d'être un bioinformaticien nécessairement. Et donc, on va avoir une succession d'étapes logiques pour arriver à l'extraction des données en passant par la segmentation. Cette analyse fonctionne de la même façon sur des objets en 3 dimensions avec des outils de visualisation et des outils adaptés pour la segmentation et l'extraction des données de ces objets en travaillant sur des volumes cette fois. Alors bien entendu, Perkin-Elmer est une société qui fournit ces matériels, mais qui fournit un ensemble de solutions en fait qui va vous permettre d'étendre vos capacités de criblage avec des systèmes avec
des plaques avec les systèmes de gestion des échantillons, les appareils d'imagerie eux-mêmes avec l'outil d'analyse, et puis des outils d'analyse secondaire des données extrêmement puissants pour les visualiser, pour faire des statistiques, en l'occurrence TIBCO Spotfire. Donc voici un exemple d'automatisation. C'est une automatisation qui est versatile, extensible en fonction de vos besoins, qui est maîtrisée par Perkin-Elmer, qui va vous apporter évidemment plus de productivité et une standardisation bienvenue dans ce type de travaux. Très rapidement, les outils d'analyse secondaire des données sont désormais de plus en plus intégrés dans un univers qu'on appelle Signal Screening, qui va vous permettre de choisir les options dont vous avez besoin pour vos propres travaux. Si vous avez des questions sur ce genre d'outils, n'hésitez pas surtout à revenir vers moi. Voilà, donc je vais terminer dans les temps la présentation sur ce que le high content permet en recherche de nouvelles molécules actives et sur les outils en fait de mise en œuvre pour l'exploiter au maximum grâce au portefeuille Perkin-Elmer. Je vous remercie pour l'attention que vous aurez accordée à cette présentation. N'hésitez pas à poser des questions, je suis là pour y répondre. Merci beaucoup. Bravo, bravo Juliane, 15 minutes et 2 secondes, c'est vraiment une précision qui t'honore. Voilà, alors on va prendre maintenant les questions, mais avant peut-être je voudrais appeler votre attention sur les prochains webinaires que AD-Biotech organise. Tout ça est sur le site www.asso.adbiotech.org. Le prochain webinaire, c'est l'année prochaine en fait, le 19 janvier. Et en fait, chaque année, nous tenons ce qu'on appelle l'AD-Biotech Campus, où les membres et sympathisants d'AD-Biotech et toutes les personnes intéressées par les différentes activités, vous avez vu qu'elles sont très diversifiées, se rendent. Alors, c'était à Biocitech en présentiel, mais cette année, pour les raisons bien connues, ça sera sous forme de webinaire. Donc, il y aura notre assemblée générale le 19 janvier. Il y aura des conférences plénières, une sur l'intelligence artificielle, pour la bioproduction en particulier, le domaine médical, on va dire, et diagnostic, et une autre sur la question de la relocalisation de l'industrie de la bioproduction hors pharmaceutique, qui sera donnée par le directeur des opérations de Givaudan, France. Donc, vous êtes tous cordialement invités, c'est gratuit, je le précise, invités à participer à ce webinaire. Ensuite, on a parlé de plastique et de biodégradabilité des polymères avec Anne-Marie. On refera un webinaire de suivi de la journée scientifique du 4 février sur ces questions, biodégradabilité des plastiques, recyclage dans le cadre de l'économie circulaire. Et le 30 mars, un webinaire sur l'ingénierie tissulaire et les modèles tissulaires en 3 dimensions. Ensuite, sur l'année prochaine, nous aurons des colloques. Alors là, on espère vraiment en présentiel. Un colloque sur recyclage, biodégradabilité des plastiques, cette fois-ci donc à Biocitech. Un colloque sur les approches innovantes pour lutter contre la multirésistance aux antibiotiques. Juliane a brièvement mentionné ce sujet qui est très très important. AD-Biotech avait organisé un colloque qui avait eu pas mal de succès il y a 3 ans, je crois. Donc là, c'est un nouvel angle d'attaque de cette question qui n'est pas de remplacer les antibiotiques, mais de donner de nouvelles approches en santé humaine, animale et environnement. Donc toujours approche One Health. On aura un colloque sur les modèles tissulaires et au mois d'octobre de l'année prochaine, un colloque sur les systèmes d'expression, ce qu'on appelait les cell factories, pour l'expression des protéines avec des applications pharmaceutiques, mais pas que, dans d'autres domaines. Voilà, on va peut-être passer maintenant aux questions. Alors, on va peut-être commencer en ordre chronologique. Si j'arrive à remonter ce chat. Alors pour Nelly. Nelly, êtes-vous en ligne? Voilà, là, une question s'affiche. Alors, attendez, il y a une question qui s'affiche pour Eric. On va peut-être prendre celle-ci, puisqu'elle est à l'écran, et on passera la parole à Nelly ensuite.
Oui. Donc, la question, c'est est-ce que les résultats in vivo sont vraiment pertinents pour comparer les résultats de génotoxicité des molécules? Alors oui, en fait, c'est vrai que la question peut être posée parce qu'on se pose souvent la question de dire est-ce que les tests qui peuvent être obtenus sur animaux sont vraiment pertinents pour évaluer la tox humaine? Donc ça, effectivement, bon, par contre, il y a quand même une réalité, c'est qu'à un moment ou à un autre, il faut prendre ce qu'on appelle un gold standard pour pouvoir justement évaluer les tests in vitro. Et ce qui apparaît, c'est que de toute façon, historiquement, les tests de génotox ont toujours été évalués par rapport aux tests vivo, puisque c'est les résultats qui sont finalement le plus disponibles historiquement. Et donc, on est obligé de se servir de ça, puisque tous les tests ont été finalement développés pour avoir des performances les plus en phase avec ce qui se passe in vivo. Donc, oui, les résultats in vivo sont vraiment pertinents. Après, c'est vrai qu'avec le temps, on se rend compte que il y a de moins en moins de tests vivo et de plus en plus de tests vitro, enfin de résultats qui sont disponibles. Et donc, à un moment ou à un autre, c'est vrai que la question va se poser de peut-être de changer de gold standard. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est toujours les tests vivo qui prédominent. Après, qu'est-ce que je pense du test Blue Screen? Donc, c'est vrai que ce test, les gens qui l'ont mis au point, ils disent bien qu'on peut évaluer un petit peu tous les effets de génotoxicité avec. Et c'est vrai. Après, c'est un test avec un reporter génétique. Ça veut dire qu'on utilise une lignée cellulaire qui a un gène reporter. Et là, on tombe dans toutes les limites finalement d'un test cellulaire. C'est-à-dire qu'on ne va pas être en capacité de tester des substances qui sont toxiques, ou on ne va pas être en capacité de tester des substances qui sont pas applicables dans le cas d'un test cellulaire, comme des substances qui sont pas solubles, par exemple. Donc, c'est un test qui a le mérite d'être pas cher, parce que on peut le faire au débit. Par contre, il donne énormément de faux positifs ou faux négatifs, souvent des faux positifs, parce qu'en fait, il est très sensible à la cytotox. Et ça, c'est un problème qui se retrouve chez la plupart des tests cellulaires. On a le même exemple dans le domaine de la sensibilisation cutanée, avec des tests comme le test kératinosense, par exemple, qui sont des tests qui sont validés, il y a une guideline OCDE, etc. Mais finalement, leur domaine d'applicabilité, il est assez restreint, à cause de tous les problèmes qui sont liés à la culture cellulaire. En plus de ça, là, on est sur une lignée avec un gène reporter. Ça veut dire qu'on s'éloigne finalement des conditions physiologiques. Donc, je dirais que pour toutes ces raisons, c'est un test qui doit rester utilisé plutôt sur un optique de screening et pas vraiment sur du réglementaire. Voilà. Et du coup, en fait, il ne solutionne pas les problèmes qui sont déjà visibles avec les tests qui sont encadrés par la ligne directrice OCDE. Donc, on n'est pas vraiment sur la même chose. Alors, je crois que phage et microbiote, Nelly avait déjà répondu. J'ai vu qu'il y avait une deuxième question pour Nelly au sujet de la profondeur du séquençage qui a été posée au début. Attendez, il y en a une autre pour Nelly également. Y a-t-il des analyses réalisées par Genoscreen sur une utilisation de l'IA, type Random Forest ou autre? Alors, effectivement, ce sont des outils qui sont très intéressants. Maintenant, on les a jamais mis en œuvre parce qu'il faut quand même une grande quantité de données pour pouvoir les exploiter pleinement. Et donc, on n'a jamais été face à cette situation. Donc, pour le moment, non, ils ont en métatranscriptomique, ils n'ont jamais été appliqués. Et puis oui, concernant la profondeur de séquençage, c'est une très bonne question parce que effectivement, elle va avoir un impact important sur les résultats qui sont obtenus. Mais cette profondeur, justement, elle se décide au moment de la conception de l'étude. Parce que du coup, il y a beaucoup de paramètres qui vont entrer en compte pour la décision de cette profondeur, notamment quel est l'objectif, en fait, quelle est la question. Est-ce que ce qu'on va chercher dans notre échantillon, c'est ce qui va être le plus abondant, auquel cas on n'aura pas besoin d'une profondeur très importante, et au contraire, si c'est extrêmement rare ou si
on va avoir par exemple beaucoup par exemple d'un ADN, d'un ARN ou d'un ADN de l'autre, on va être effectivement devoir faire une analyse plus en profondeur. Donc c'est quand même le principe de parcimonie qui règne, et faut séquencer plus pour séquencer plus n'a pas d'intérêt, mais vraiment avoir une profondeur de séquençage qui correspond à son objectif. Et ce qui est plutôt très important, vu qu'il y a quand même beaucoup d'analyse statistique derrière, c'est le nombre d'individus, le nombre d'échantillons qui va vraiment faire la différence plus que la profondeur, si on est à la profondeur optimale. On va peut-être passer une question pour Anne-Marie, si vous pouvez l'afficher. Une question de Jérôme Gabard. Les souches biodégradantes sont-elles efficaces pour dégrader des biopolymères en zone polluée dans l'environnement? Notre objectif, c'est pas ça. C'est plutôt de tester des souches qui sont dans l'environnement, dans une zone polluée, voire capables de dégrader ces polymères. C'est pas l'objectif d'ensemencer des zones polluées avec des souches, hein. D'autant que souvent, comme vous le savez, hein, les polymères, ça va être, c'est souvent dans. Nous, on s'intéresse beaucoup à tout ce qui est environnement, c'est-à-dire environnement extérieur, c'est-à-dire l'océan, les sols, etc. Donc c'est une diffusion qui est diffuse, qui est à grande échelle, et il n'est pas question d'en des micro-organismes là-dedans. C'est plutôt de regarder dans ces environnements-là, est-ce qu'il y a des souches qui sont capables éventuellement de dégrader? Et à quoi elles sont sensibles? Quel type de paramètres? Parce que la question, je pense, elle va venir après, combien de temps ça met? Ça, on ne peut pas le savoir pour l'instant, puisque l'environnement, par définition, c'est multifactoriel, et on sait que le métabolisme va être modulé de facteurs. Donc, l'idée tout de suite, c'est plutôt d'essayer de comprendre comment ça marche, de savoir quels sont les paramètres qui interviennent pour un jour, j'espère, modéliser des choses dans l'environnement. Une autre question pour Anne-Marie. Ensuite, moi, j'aurai une question pour Julien. Oui, ça, je crois qu'on l'a. Alors, je vais répondre comme une Normande, ça dépend des polymères. Il y en a où quand c'est des plastiques facilement dégradables, on va dire, la comparaison, elle est assez immédiate parce qu'il peut y avoir une dégradation qui n'est pas très longue. Pour des polyéthylènes, par exemple, on a fait des comparaisons, mais sur un temps relativement limité, c'est-à-dire sur 6 mois. Or, on sait que ça peut mettre plus que 6 mois pour... Donc, on a des choses sur 6 mois, on ne les a pas sur plusieurs années, etc. Et on a aussi des choses, que je veux dire, c'est des comparaisons en laboratoire. Pas reconstituer ce qui se passe dans l'environnement avec tous les paramètres. Comme je vous dis, un environnement, il est extrêmement variable. Donc, nous, ce qu'on essaye de voir, c'est des potentiels et de voir par quels paramètres c'est le plus influencé. Alors, on a une étude quand même mais c'est pas fini, c'est une ANR qui est en train de se terminer, où on a eu de la chance d'avoir du polymère qui est enrichi au carbone 13. Et là, évidemment, on va pouvoir faire des choses ça sera plus facile de quantifier ce qui est dégradé par le polymère lui-même, puisqu'on aura un polymère qui est marqué C13, et donc tout détecté viendra du polymère. Donc, on va essayer de faire un bilan carbone avec ça. Alors, moi, j'ai une question pour Juliane. Déjà, ce terme de high content screening, on a vu dans certaines publications aussi parler de high throughput screening en HTS, mais en fait, c'est pas exactement la même chose. Parce que j'ai vu les deux termes être utilisés un peu de manière équivalente, alors que ça ne l'est pas. Allô? Oui, je posais la question sur la terminologie entre HTS, High Throughput Screening, et High Content Screening. Oui, parce qu'on voit parfois les deux termes utilisés, mais à mon sens, sémantiquement, c'est pas exactement la même chose.
Non. Alors, c'est vrai que le HTS est réservé plutôt à du criblage donc sur cible, donc avec plutôt l'idée de faire même du ultra HTS sur des très grandes librairies. Certaines pharma montent à plus d'1 million de composés criblés. Le HCS nécessite forcément d'utiliser de la microscopie et de l'analyse d'image. Alors dans certains groupes qui débutent, évidemment, ils vont limiter le nombre de paramètres extraits de ces images parce que ça demande pas mal d'expérience et de traitement secondaire des données, et donc il faut monter un petit peu en charge en expérience sur ce genre d'outils pour le faire, et vont quelquefois s'intéresser à juste 1, 2, 3 paramètres. Mais malgré tout, on va quand même commencer à parler de HCS. Après, le vrai HCS, donc qui met en œuvre en particulier du cell painting, comme on l'a vu sur l'exemple avec les bactéries. On va limiter le nombre de composés testés parce que ce qui est important, le plus important en fait, c'est d'avoir le modèle biologique le plus pertinent et d'en tirer le maximum d'informations. Et donc forcément, on va le goulot d'étranglement en fait est déplacé. On va passer moins de composés et on va s'intéresser plus à l'extraction des données d'intérêt. Et en général, la taille des librairies est inférieure à 100 000 composés. Très bien. Eh bien, écoutez, on arrive à la borne officiellement fixée pour la durée de ce webinaire. Je voudrais bien entendu, au nom de la bibliothèque, Daniel Landau et Patrick Taxet, moi-même, remercier tous nos intervenants, ainsi que les sociétés. Silvio, excuse-moi, comment on fait pour les questions qui n'ont pas été traitées? Alors, pour les questions qui n'ont pas été traitées, on vous les transmettra individuellement, de façon à ce que vous puissiez prendre contact avec les personnes qui ont posé ces questions et peut-être en discuter en aparté, puisque nous avions fixé 1h30 pour ce webinaire. Oui, donc je disais, toutes les présentations sont disponibles, sont déjà postées sur le site Adébiothèque. Il y a un onglet qui s'appelle Documents, et dans ces documents, vous avez un sous-onglet qui s'appelle Webinaire, et vous trouverez les formats PDF des présentations d'Éric, de Nelly, Anne-Marie et Juliane. Vous pourrez regarder les slides à tête reposée. Il y a également leurs coordonnées que vous pouvez bien sûr consulter pour entrer en contact avec eux et approfondir certains points. Voilà, nous allons conclure ce webinaire. Je vois qu'il y a beaucoup de questions qui arrivent, mais nous sommes obligés de tenir les délais impartis. Donc, n'hésitez pas à prendre contact individuellement avec chacun de nos speakers pour les questions qui vous concernent. Je suis certain qu'ils se feront un plaisir de vous répondre et de donner davantage d'infos. Voilà, bonne journée à tous et à bientôt. Merci, bonne journée. Merci, au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir à tous. Au revoir.